sens à ce qui se passe autour de nous n'est que l'interprétation faite par notre cerveau de certains signaux électriques qui constituent notre réalité. Peut-on dire alors que nos pensées font notre réalité et qu'il y a autant de réalités que d'individus? Par exemple, personne ne réfute le fait que le ciel est bleu. Et quand je lève les yeux vers le ciel, les pensées qui me traversent se portent sur sa couleur bleue. Toutefois, un autre observateur, vous par exemple, vous allez observer le ciel, mais probablement dire que le bleu du ciel que vous percevez est différent de ce que j'ai décrit. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous avez tort? En fait, nos observations sont correctes puisque toutes deux sont simplement l'interprétation des mêmes signaux par nos cerveaux différents. Alors la question qui se pose est comment notre cerveau construit ces mécanismes de pensée. Nous avons tous l'impression que notre cerveau est une machine à produire des pensées, des images qui deviendront des ressentis, des sensations, voire même des actions ou des comportements. Ou bien est-ce l'inverse? Est-ce nos perceptions sensorielles qui construisent nos mécanismes de pensée? Mais en fait, comment cela s'organise-t-il dans notre tête? Sommes-nous acteurs, observateurs, ou bien subissons-nous les choses? Bonjour, je suis Bartha Oxa et comme vous qui nous suivez, toujours intéressée à décrypter le fonctionnement de notre cerveau pour mieux se comprendre. Bienvenue dans cette troisième interview, les conversations avec BMB, consacrée aux mécanismes de pensée, comment naissent ou surgissent nos pensées. Ici encore, nous allons explorer un domaine mystérieux qui va encore une fois nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue dans notre tête, parfois même à notre insu. De nombreuses questions nous taraudent sur le fonctionnement de nos pensées. Comment se déclenchent-elles? Provient-elle de notre conscient ou de notre inconscient? Comment se construisent-elles? Combien de pensées avons-nous par jour? Est-ce que nos perceptions sensorielles sont à l'origine de nos pensées? Où siègent nos pensées? Peut-on parler de pensées positives et de pensées négatives? Les pensées dépendent-elles de notre état intérieur? Sont-elles le produit de notre psychisme non conscient? Notre état interne est-il un indicateur pour révéler notre manière de penser, c'est-à-dire positive ou négative? Pour tenter de répondre à toutes ces interrogations et nous guider dans la compréhension de nos mécanismes de pensée, je suis toujours contente et enthousiaste d'accueillir et d'échanger avec Bernard-Michel Boissier, neuroscientifique dont les recherches sur le cerveau depuis maintenant 5 décennies constituent une aide précieuse pour mieux appréhender le fonctionnement du cerveau humain. Au-delà des mécanismes de pensée qui créent notre réalité, cela soulève également la notion du temps, passé, présent et futur. La question qui se pose est comment le filtre du temps interfère-t-il avec nos pensées? Comment doit-on interpréter nos pensées qui forment notre réalité? Sont-elles tournées vers le passé, le présent ou le futur? Bien sûr, si vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur nos mécanismes de pensée, alors je vous propose de rester avec nous jusqu'au bout. Bernard-Michel, les mécanismes de pensée. Là aussi, nous sommes sur un sujet complexe, mais avons-nous à notre disposition des éléments de réponse? D'abord, bonsoir. C'est-à-dire, en fait, je pense que en fait, tous ces mécanismes dont on vient d'évoquer sont certainement beaucoup plus simples que nous, de l'idée que nous en faisons. Avec la notion d'idée, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une idée? C'est une pensée qui s'est mise en forme. Alors, cette notion de pensée va probablement nous ouvrir sur ce présent. On a parlé du temps, le passé, le présent, le futur,
tout ceci est encore une fois dans une certaine complexité de réponse. Mais je vais quand même, malgré tout, chercher à répondre avec le peu que je peux peut-être savoir sur tout cela. Il y a déjà une première chose. Il faut être très prudent avec l'approche de cette machine cérébrale qui est à la fois extrêmement simple, mais quand on cherche à approfondir ces mécanismes, on est perdu dans un vertige. En effet, il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire à entendre certaines personnes qui se présentent, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont pour moi ce que j'appelle des neuroscientistes, c'est-à-dire des personnes qui font des conférences qui sont fort intéressantes, fort édifiantes, et ils se réfèrent à ce qu'on appelle les neurosciences. La question est de savoir qu'est-ce que la pensée? Est-ce que la pensée, elle existe? Alors d'abord, je vais peut-être être un tout petit peu dérangeant aujourd'hui pour beaucoup de monde, c'est que la pensée, personne ne l'a jamais trouvée dans un cerveau humain. Personne n'a jamais trouvé la moindre conscience. Personne n'a jamais trouvé la moindre trace de mémoire. Personne n'a jamais trouvé tout ce qui relevait de ce que nous appellerons l'esprit. Alors, c'est là où les choses deviennent un peu complexes. Quand je dis un peu, c'est même beaucoup complexe. On est dans l'extrême complexité. Si nous nous tournons vers les neurosciences cognitives, c'est-à-dire celles qui aujourd'hui sont les plus mises en avant, c'est-à-dire celles qui se sont associées, les neurosciences biologiques se sont associées avec les sciences cognitives venant des États-Unis, et on va se retrouver dans une confusion. Alors pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a une croyance et il se pourrait que cette croyance soit fausse. Attention, je ne vous dis pas que votre croyance est fausse. Je dis, il se pourrait que la croyance scientifique annoncée par les sciences cognitives puisse être dans l'erreur. Alors, en quoi les sciences cognitives puissent nous apporter une fausse croyance? Eh bien, c'est de croire, parce que je crois d'abord que les personnes sont sincères quand elles sont dans cette étude de la pensée, que les personnes sont sincères et croient vraiment, et font croire, bien sûr, ensuite, puisqu'elles sont sincères, que la pensée est une production du cerveau. D'abord, il faudrait peut-être définir ce que c'est que le cerveau, mais là, une autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une partie de l'encéphale. Le cerveau, c'est la partie supérieure, c'est-à-dire le cortex préfrontal, les deux hémisphères du cerveau qui sont des sièges de neuromythes dont on peut imaginer. Vous avez ensuite, après, tout ce qui est centre encéphalique, qui est la partie centrale de ce cerveau, et après, ce n'est plus le cerveau. Après, ce sont des annexes, c'est-à-dire le tronc cérébral, le fameux cerveau reptilien pour certains, et qui n'a de reptilien d'ailleurs que le nom. Et puis, vous allez avoir le fameux cervelet dont on ne sait pas très bien quelles sont les fonctionnalités de ce mini-cerveau qui se trouve être connecté. C'est là où je vais quand même m'inscrire un petit peu en solitaire de tout ce que je vais annoncer. Et je ne dis pas que je détiens une vérité quelconque. Je dis simplement, comme tu l'as dit si bien, ça m'a rajeuni, je te le garantis, 5 décennies de fréquentation de cette machine cérébrale. Et en 50, un petit peu plus de 50 ans, 51 ans, je crois, si on calcule, il me semble, on va se retrouver avec, comment dirais-je, une espèce d'usine en pièces détachées. Alors déjà, il y a une première chose, pour beaucoup, il va falloir supprimer quelque chose de notre croyance
et qui me paraît le plus important, mais qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, puisque la première fois où on a dit que c'était le cerveau qui produisait, de par son activité neuronale, c'est-à-dire ses neurones, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, l'activité neuronale de cette machine cérébrale produirait la conscience, produirait la pensée, produirait tout ce qui relève de l'esprit que refusent évidemment avec force et vigueur les déterministes matérialistes et physicalistes de la recherche scientifique. Alors, d'abord, une première chose, c'est que tout ne se trouve pas dans le cerveau. Et que si on commence à ce que tu avais proposé, là déjà j'ai vu, j'ai perçu au passage des choses, c'est-à-dire l'organisation neuronale. L'organisation déjà beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Et ce que je peux dire, c'est que mes 50 années d'expérience me prouvent que le cerveau ne produit pas plus dans ses neurones, il n'est pas du tout à l'origine ni de la conscience, ni de la pensée. Et la conscience et la pensée peuvent avoir des points communs. C'est mon expérience, mes sources d'inspiration, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, mes rencontres que j'ai pu faire, notamment Jung. Jung a été pour moi non pas un maître à penser, absolument pas, te voilà dans la dimension intellectuelle, ni dans la dimension philosophique qui est très intellectuelle, ni dans l'inspiration. Comment Il a été dans l'inspiration. Ça a été pour moi ma source d'inspiration parce que j'ai commencé à m'intéresser aux travaux de Jung là où Jung arrêtait les siens. Mais ça a été une mauvaise habitude aussi. Ça a été alors une habitude que j'ai fait prendre à mon cerveau. Voilà, on est déjà dans un sujet qu'on n'avait pas évoqué, c'est-à-dire tout ce que nous sommes aujourd'hui, les uns face aux autres. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous avons appris, nous l'avons appris à notre cerveau. Et nous avons appris tout ce qui est les habitudes. Nous avons donc sinon, c'est ce que tu me disais, donc sinon ce serait une coquille vide si nous ne lui avions pas appris les choses. Voilà, mais attention, le problème c'est que souvent on va inverser, au même titre que je peux assurer que le cerveau et ses annexes ne sont en rien dans la production de tout ce qui relève de l'esprit. Autrement dit, la conscience et la pensée relèvent de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit? Personne ne l'a jamais vu. Personne ne le verra jamais. Autrement dit, plutôt que parler d'esprit, on pourrait parler des puissances de la force de vie. Et c'est la force de vie. Voilà, c'est la force de vie, pour être tout simple. C'est une force dynamique d'une puissance inimaginable qui crée tout ce qui est vivant. Eh bien, mais alors là, Bernard, là tu t'inscris là quand même par rapport à tout ce qui est déterminisme et matérialisme, par rapport voilà, aux sciences d'aujourd'hui, là c'est un contre-pied que tu donnes. Oui, on pourrait même dire que je suis spiritualiste alors que je ne suis pas spiritualiste. Non, ouais, moi qui te connais, non. Je reconnais les deux courants de pensée. Autrement dit, s'il n'y avait pas le courant de pensée matérialiste, déterministe et physicaliste, je n'aurais jamais pu connaître le fonctionnement du cerveau. Là où je me sépare des neurosciences d'aujourd'hui, et particulièrement les neurosciences cognitives, là où je m'en sépare complètement, définitivement, mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Attention, j'ai aussi eu des prédécesseurs qui l'ont fait avant moi, mais je ne les ai pas copiés. Tu peux en citer, par exemple? D'abord, il y a une première chose. En 1898, il y a une très importante communication qui va être faite par la faculté de médecine d'Harvard et qu'on va s'empêcher très très vite de remettre
le plus loin possible dans la bibliothèque poussiéreuse de la faculté de médecine. En effet, un grand savant, alors ce n'est pas le premier venu, on n'est pas dans un, comment dirais-je, un scientiste d'occasion, pas du tout. C'est un des plus grands savants. C'était le fondateur de ce que vous connaissez probablement, puisque vous entendez parler souvent comment dirais-je, des lésions cérébrales qui occasionnent des troubles du comportement, etc. C'est ce qu'on appelle la neuropsychologie. Attention, la neuropsychologie, ce n'est pas de la psychologie simple, ce n'est pas de la psychologie ordinaire. On est avec la neurologie. Et c'est donc un des plus grands neurologues de l'époque, qui s'appelait William James, qui en même temps était un très grand psychologue et qui pratiquait des autopsies très régulièrement. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un seul encéphale, un seul cerveau, si vous voulez, puisque maintenant c'est passé dans le langage populaire, dans le langage courant. William James va donc pratiquer des autopsies et il va se rendre compte qu'il n'y a aucun cerveau identique. Au même titre que tu disais tout à l'heure quelque chose, Bartha, à propos de la représentation des situations, des événements, et des expériences de la vie. En effet, des observations qu'on peut faire. Voilà. Oui, tout à fait. Mais l'observation, le constat, c'est qu'aucun cerveau n'est identique. Aucun. Il a fait des autopsies pendant 10 ans avant de faire sa communication. Et il va d'un seul coup faire exploser une bombe. Parce qu'à l'époque, en 1898, le cerveau est une entité figée. C'est une entité qui n'évolue pas, qui ne peut pas se transformer, qui ne peut pas avoir de nouveaux neurones. On est vraiment dans le matérialisme et le déterminisme. Alors, voilà. On est plus que dans le matérialisme, on est dans une doctrine enfermante, c'est-à-dire un cerveau, c'est une entité figée. Ils appellent ça d'ailleurs la fixité cérébrale. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir les neurones, on a l'impression qu'on vient de tout découvrir, les réseaux de neurones commencent à apparaître et à être décrits, alors ça y est, le cerveau est une entité qui est fixée une fois pour toutes et nous sommes câblés une fois pour toutes. Tiens, je te rappellerai simplement ça, on l'entend même dans le langage des managements, à savoir, moi je suis câblé comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il faut imaginer que nous avons 4 fois et demi le tour de la Terre dans ces fameux câblages de la machine cérébrale. On parle de substance grise. Il faut savoir déjà même qu'on est obligé de remettre en question tout ce qu'on savait sur cette fameuse substance grise, puisqu'il y a des noyaux de neurones disséminés partout dans le cerveau, depuis le cortex préfrontal jusque dans la partie pratiquement à la jonction de la moelle épinière. Donc nous avons des noyaux de neurones partout. Nous en avons 2, par exemple, des noyaux de neurones très importants, connus depuis le XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'amygdale cérébrale, les amygdales cérébrales, et qui ont une importance considérable. Les amygdales cérébrales, elles sont en rapport avec toute l'activité. Alors, on a peut-être aussi, à tort, appelé une activité électrique, l'activité des neurones. Alors pourquoi? Parce que c'est en effet une énergie que produisent les neurones qui est semblable à de l'électricité, mais qui n'est pas de l'électricité, puisque c'est une production avec des échanges d'ions chimiques. Et que aujourd'hui, les Japonais sont en train d'essayer de reconstituer en laboratoire ce que peut faire un neurone pour produire son énergie, et ils n'y arrivent pas. Alors que ce sont simplement des échanges d'ions sodium et de potassium. On n'y arrive pas. Alors c'est pour vous dire que tout ce qui est de la nature est simple, mais quasiment inreproductible.
Autrement dit, le cerveau humain, il n'est pas prêt, je pense, d'être reproduit dans la technologie. Ce qui va être important aussi, donc, c'est, alors, on va enlever une idée fausse qui provient de la fin du XVIIIe siècle, qui a franchi tout le XIXe siècle, le déterminisme, le matérialisme, le physicalisme de la biologie du XIXe siècle, renforcé en plus par la théorie de l'évolution de Darwin. On était contre tout ce qui était l'esprit, on était contre tout ce qui pouvait être spirituel, et donc... Pardon, excuse-moi, c'était en opposition avec la religion, tout simplement. Oui, c'était en opposition, mais ça tombait très bien, parce qu'on était dans une recherche, est-ce que le cerveau humain continue à évoluer ou pas? Oui. Et puis, est-ce que... Il y avait une grosse question qui se posait depuis avant la Renaissance. Tu vois, on va loin quand même dans la question, là, parce que... Alors, en effet, en 1550, il y a un médecin anatomiste et alchimiste qui va remettre en question tout ce que l'on croyait auparavant, avant la Renaissance, que l'homme et le singe, le cerveau était identique. Alors pourquoi on pouvait croire ça? Parce que les dissections du cerveau étaient interdites chez l'homme. Et donc, ce qui fait qu'on disséquait des cerveaux de singes, on dessinait les cerveaux d'un singe, et on considérait que, vu cette espèce de, comment dirais-je, de ressemblance humanoïde avec l'homme, alors le cerveau, ça y est, on avait sa constitution anatomique, ses structures, son organisation, etc. André Vézal va remettre en question ce qui va poser un problème pour le darwinisme. Autrement dit, en 1550, paraît la première anatomie du cerveau. C'est une encyclopédie et qui était encore valable en 1950 à la faculté de médecine de Paris. C'est la première neuro-encyclopédie. Qu'est-ce que va constater Vézal quand il dissèque un cerveau de singe et qu'il dissèque un cerveau d'homme? Il n'y a rien de comparable. Il va trouver jusqu'à plus de 200 différences dans les ventricules, dans l'organisation anatomique. Alors, la physiologie va naître au XVIIe siècle. Là, on n'était pas dans la physiologie, on était dans l'anatomie pure. L'anatomie. Ce qui fait que Vézal lance une information. Alors, c'est à la faculté de médecine de Bâle que va se faire ce cours magistral. L'homme et le singe n'ont rien en commun. Autrement dit, le singe est un animal qui appartient au règne animal. L'être humain est un être humain qui appartient au règne humain. Je me suis penché un petit peu sur cette question-là, notamment Darwin. Darwin est un garçon qui est très instable. Voilà ce que j'ai pu avoir comme information. Donc les informations viennent de l'Académie royale de Londres. Donc elles sont quand même à prendre en considération. Qui est Darwin? Alors Darwin, d'abord, c'est un ancien séminariste. Tiens, ça devient intéressant là. Autrement dit, il a fait il est anglican. Et pourquoi il a été inscrit dans un séminaire pour devenir pasteur de l'église anglicane? Eh bien parce que son père, qui est très riche, très puissant, personnalité de Londres, très en vue, est très déçu par son fils. En effet, son fils, il fait rien, il va jusqu'au bout de rien. Alors, il va le coller dans un séminaire. Et l'autre, au lieu d'être un adepte de la religion, va devenir un opposant violent à la religion. Et quand il
part du séminaire, le père est furieux, il s'arrange avec un armateur pour engager Darwin sur un bateau. Et voilà Darwin parti au bout du monde, et je crois qu'il est tellement associable que finalement on le débarque dans une île qui s'appelle les Galapagos. Et là, il va se dire, bon, eh ben, le hasard n'existant pas, je vais me mettre à étudier ce qui se passe dans cette île de Galapagos. Alors en effet, il y a pratiquement, il y a un nombre très impressionnant d'espèces. Il va remettre en question, à l'époque, il y avait la théorie de l'évolution, il y a toujours eu des théories de l'évolution, hein, parce que c'est une nécessité du vivant. On va avoir cette dimension, et Darwin va donc décrire, il va avoir une idée, alors est-ce que c'est une intuition? En tout cas, elle n'était pas fondée. Il va croire que c'est une question d'adaptation. D'abord, tout est parti de la mer. Alors, vous avez des organismes vivants qui étaient marins et qui d'un seul coup vont devenir terrestres et donc vont s'équiper pour pouvoir vivre sur la Terre. Tandis s'adapter. Quand on réfléchit bien, la théorie de l'évolution de Darwin, elle est très infantilisante. Autrement dit, alors, par contre, il va faire croire, il va étudier les choses, attention, au moins c'est à son actif. Il a fait des études très approfondies sur les transferts d'espèces. Or, l'être humain n'a pas de transfert d'espèces. Et puis, on va dire, mais attendez, mais si l'homme descend du singe, ah bon, et quelle preuve vous avez? On va revenir sur la pensée. Pourquoi eh bien parce que, tenez, prenez l'homme de Néandertal. Alors là, il va y avoir quelque chose de très intéressant. Quand on va à l'Institut des sciences naturelles de Paris, le Muséum d'histoire naturelle, et que l'on voit ce que c'est qu'un homme de Néandertal, en effet, pourquoi a-t-il disparu? Eh bien, il a disparu parce qu'il était entre deux règnes. Autrement dit, si on est entre deux règnes, on ne peut pas survivre. Alors, il est, en effet, il est issu, il a beaucoup du grand singe, et il a de ce qui va être l'Homo sapiens sapiens. Mais il ne va pas survivre, parce qu'il ne peut pas survivre, il est entre deux règnes. Donc, le grand singe va rester dans le règne animal, et l'être humain va être... Alors, est-ce qu'il y a une évolution véritablement? Est-ce que le cerveau humain était très différent il y a 2000 ou 3000 ans? La réponse, elle est non. Autrement dit, l'organisation, les structures, on va retrouver les mêmes lorsque nous sommes dans le règne humain. Tu veux dire les 5 blocs, les 5 étages? Alors, les 5 étages, absolument, mais le dernier étage, il a été une découverte qui n'est pas nouvelle, puisque le cortex préfrontal a été découvert au XIXe siècle. Mais ça a été refusé, parce que ça dérangeait, dans la mesure où on préférait le laisser dans le lobe frontal. Autrement dit, c'est tout à fait de façon fortuite qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que l'avancée frontale était, comment dirais-je, n'était pas partie des hémisphères du cerveau. Autrement dit, cette avancée frontale, quand vous imaginez, et on va s'arrêter là-dessus, mais on est dans le sujet quand même. Vous avez 30 milliards sur les 100 milliards de neurones derrière votre front. Que c'est la région qui a le plus d'interconnexions que l'on puisse imaginer. Qu'à chaque fois que vous allez activer ce cortex préfrontal, vous allez créer dans votre cerveau un nombre inimaginable d'interconnexions. Et si vous prenez l'habitude
attention, qu'est-ce que veut dire prendre l'habitude? Faire prendre l'habitude à son cerveau. Et si vous faites prendre l'habitude à votre cerveau, vous allez avoir un mécanisme d'habitude. Tu parlais de mécanisme comme ça. Ben voilà, la mémoire. Eh bien, c'est ce processus de mémorisation que nous avons appelé la mémoire, et qu'on ne retrouve même pas dans un cerveau vivant. Hein. Pas du tout. Le neurochirurgien, il n'a jamais rencontré la moindre trace de mémoire. Il n'a jamais rencontré la conscience. Il ne la rencontre pas. Il n'a jamais rencontré la moindre pensée. Alors, où se trouve tout ça? Donc, c'est de l'ordre de l'immatériel. Voilà. Voilà, ça y est, tu y es. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jung est très confus quand il cherche à expliquer quelque chose. En effet, si on veut expliquer l'immatériel, eh bien, il faut se lever de très bonne heure. Hein. Alors, pour expliquer l'immatériel, il faut chercher à se représenter ce que faisaient les alchimistes de la Renaissance. Et ce que tu viens de dire là, à propos, qu'est-ce que la réalité? Mais la réalité n'existe pas. La réalité est totalement immatérielle. La réalité, c'est nous qui la créons à chaque instant. Exactement. Chacun a sa propre réalité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre. Et il y a une confusion des neurosciences aujourd'hui, c'est d'avoir, comment dirais-je, associé la personne humaine et le cerveau. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau? C'est un vulgaire organe, comme les autres organes, qui se trouve dans la tête au lieu de se trouver dans le corps. Ce que je dis, je vais l'étayer par un tout petit exemple très vivant. Nous sommes à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle à Paris. Nous sommes à l'Académie des sciences. Et vous avez l'un des plus grands médecins de l'époque, qui s'appelait Jean-Baptiste Cabanis. Du haut de sa chaire, a lancé devant un public intellectuel, médical, médusé, il est le fondateur de l'hôpital Sainte-Anne. C'était un très grand neurologue. Et Jean-Baptiste Cabanis a sorti du haut de sa chaire, de toute façon, arrêtez de parler du cerveau. Quand vous vous rendez compte qu'on est en fin de 18e, 19e, arrêtez de parler du cerveau. Le cerveau, c'est ni plus ni moins qu'un simple organe. Le foie sécrète la bile, le cerveau sécrète la conscience et la pensée. Vous pouvez le retrouver, c'est historique. C'est la faculté de médecine de Paris. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris. Voilà. Alors, je pense maintenant, ça peut même peut-être circuler sur Internet, j'en sais rien. Il s'appelle Jean-Baptiste Cabanis. Vous pouvez tous vous renseigner. Ah bon, on trouve tout sur Internet. Vous savez, auparavant, on disait qu'on trouvait tout à la Samaritaine. Ben maintenant, c'est sur Internet. C'est bien vrai. Et le meilleur est le pire. Hein. Ben exactement, il faut faire le prix. C'est vrai. Ah, mais les gens me le disent. Ah non, attendez, c'est vrai, c'est sur Internet que je l'ai vu. Oui, oui, mais il faut faire le prix quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est grave. Attendez, là, on est dans. Oui, mais là, on est dans le mauvais présent. C'est-à-dire que tu m'avais posé la question. Je te réponds à plusieurs questions en même temps. Je ne sais pas, tu as marqué. Hein. Bon. Oui. Tu peux me parler du présent, du passé, du présent et du futur. En fait, moi, je vis dans le présent. Et le présent, il est dans une confusion complète avec la virtualité du monde. Autrement dit, le présent, alors le passé, le futur, tout ça, c'est un amalgame sans pareil. La notion du temps. Tu as posé la question. Eh bien, je vais y répondre parce que j'ai eu en même temps un petit souvenir. Tiens, voilà, mon cerveau, il m'a dit, je suis allé le chercher dans mon cerveau, j'avais un bon souvenir. Oh, je me dis, je ne le loupe pas, celui-là. Celui de Cabanis, je ne l'ai pas loupé. Hein. Oui. Ben oui. L'autre, c'est le temps. En effet, à une période très ancienne, il y avait un grand théologien. Un très, très,
très grand théologien. Vous avez tous entendu parler de saint Augustin. C'était un grand, grand théologien. Et saint Augustin disait à ces théologiens qui venaient l'écouter et qui lui posaient une question: Maître, et si tu nous parlais de la conscience et du temps? Alors, c'est intéressant comme question. Alors, saint Augustin répond: si personne ne me demande ce qu'est la conscience et le temps, alors je sais ce que sont la conscience et le temps. Mais si vous me demandez de vous expliquer ce qu'est la conscience et le temps, je ne sais plus rien, ni de ce qu'est la conscience, ni de ce qu'est le temps. Je pense que ça peut en dire long.